Bienvenue dans ce magnifique lieu qui est le palais du gouvernement, le palais du gouverneur sur la place de la Carrière à Nancy, dans le cadre du livre sur la place qui s'ouvre aujourd'hui. Il y a un stand, vous l'avez peut-être vu en parcourant le livre sur la place, des sciences sur la place, où vous pourrez rencontrer des auteurs invités, parler de leur travail, nombreux chercheurs. Et puis, dans le cadre de ces sciences sur la place, il y a ces rencontres, des causeries scientifiques avec le thème qui nous intéresse ce soir, le salaire. Quel est l'enjeu du salaire? Quel avenir pour le salaire? C'est ce que nous allons voir avec nos deux intervenants. Alors permettez-moi de vous donner le mode d'emploi de cette rencontre avant tout. Nous allons, après une courte présentation de nos intervenants, faire une petite introduction, une petite présentation qui nous permettra peut-être tous et toutes de partir du même niveau. Parce que j'imagine qu'il y a parmi vous des gens déjà au fait du salariat, qui se sont déjà documentés, qui ont peut-être lu les livres de nos invités, et puis d'autres qui partent de beaucoup plus bas, peut-être de ce qu'on apprend simplement par la télé et la radio. Eh bien, nous essaierons tous d'avoir les mêmes armes pour comprendre ce dont il s'agit aujourd'hui. Et vous aurez donc, après ces 20 minutes d'introduction, la possibilité, le devoir même, dirais-je, de poser de nombreuses questions pour ressortir ce soir peut-être un petit peu plus informé, un petit peu plus armé que vous ne l'étiez en entrant ici. Permettez-moi de vous présenter nos deux intervenants. Je vais commencer par celui qui vient en voisin, puisque vous êtes lorrain, vous officiez à l'Université de Lorraine, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine, directeur du GRE. Le GRE, alors je vous laisse dire ce qu'est l'acronyme, c'est le groupement de recherche sur l'éducation et l'emploi, le laboratoire 2S, laboratoire lorrain des sciences sociales. Jean-Pascal Higelet, vous êtes un des fondateurs, avec Bernard Friot, que je présenterai ensuite, de l'Institut européen du salariat, un réseau de chercheurs qui cherche à diffuser, à structurer des recherches sur le salariat. Alors, première toute petite question, je vous demanderai de répondre très rapidement, de structurer des recherches pour le salariat en tant que tel, c'est dire que le salariat n'est pas un thème de recherche en tant que tel aujourd'hui dans la société française. C'est pas tellement que c'est pas un thème, c'est que ce thème a tendance à être découpé en morceaux. C'est-à-dire qu'on va avoir une étude du travail, une étude de l'emploi, une étude des relations professionnelles, et ce serait la somme de tous ces morceaux qui ferait une lecture du salariat. Et nous, il nous semble qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le salariat qui est structurant, et que c'est par l'entrée sur le salariat qu'on peut comprendre en fait les transformations à la fois du capitalisme et du travail. D'où l'intérêt de ce groupement de chercheurs, de cette mise en réseau de chercheurs travaillant sur le salariat comme entrée cette fois-ci, et non pas comme petit morceau découpé comme vous venez de nous l'expliquer. Vous êtes venu avec le dernier ouvrage qui paraît aux presses universitaires de Nancy, Forme et structure du salariat, crise, mutation, devenir, un ouvrage collectif que vous avez dirigé. Voilà, il est ici en 2 tomes. Et puis, l'on peut reparler d'un ouvrage plus ancien, 2009, Les transactions des ressources des travailleurs, une lecture de l'emploi et des droits sociaux en France, que voici. Bernard Friot fait très bien le porte-document. Voilà, comme vous pouvez le voir. Pas tout seul, je le sais. Bernard Friot qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bernard Friot, vous êtes sociologue, économiste, professeur émérite, vous officiez à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, c'est Paris 10 ? C'est l'ancien Paris 10. Voilà, c'est l'ancien Paris 10. Vous travaillez sur la sociologie du salariat et vous êtes venu avec un livre qui est en avant-première en quelque sorte pour nous. Il paraît dans quelques jours, 20 septembre. Il sera le 20 septembre en librairie. Prenez le micro, je vous en prie. Voilà. Mais il est disponible au stand de l'autre rive. Dès aujourd'hui, à la dès aujourd'hui, voilà. Enfin, ce sera trop tard à 19h, mais en tous les cas, demain et après-demain, bien sûr. Alors, le livre qui va nous servir de fil conducteur lors de cette rencontre, c'est celui-ci aux éditions La Dispute, L'enjeu du salaire, les possibles évolutions du salariat aujourd'hui en France et en Europe. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, vous animez également l'Institut européen du salariat. Alors, j'aimerais que qu'on parte de l'existant, si vous voulez bien, avant d'aller avec vous, Bernard Friot, vers les possibles. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui, Monsieur Higelet, en matière de salariat en France? Quel modèle, on va se limiter à la France, si vous le voulez bien, et ne pas aller plus loin en Europe, quel modèle du salariat est prédominant dans notre pays? Alors, je ne sais pas s'il faut poser tout à fait la question comme ça. Disons que, puisque le thème de la rencontre, c'est quel avenir pour nos salaires, c'est
quand on est chercheur, poser la question de l'avenir, c'est, comme on ne lit pas dans les boules de cristal, c'est forcément s'appuyer sur une analyse de l'existant. Regarder le présent et voir où l'on va, où l'on peut aller. Regarder les tendances de fond qui marquent, donc alors en l'occurrence les évolutions du salaire, pour pouvoir tirer ces tendances et imaginer donc un ou des avenirs possibles. Et donc il faut partir forcément d'une analyse de long terme de ce que sont les salaires, de ce qu'est le salariat. Et peut-être d'abord, pour qu'on soit un peu au clair, se mettre d'accord sur ce qu'est le salaire. Moi, personnellement, je suis sociologue, donc je ne vais pas faire une analyse de la conjoncture et des effets sur les salaires en projection sur l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est la manière dont le salariat s'institue, c'est-à-dire la manière dont les formes juridiques, les pratiques sociales de long terme, les représentations sociales structurent le salariat. Et toute l'histoire du salariat, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un processus d'institution, le salariat. Donc toutes ces règles juridiques, ces pratiques, ces normes qui se sont peu à peu imposées et qui ont transformé la notion même de salaire. C'est-à-dire que on a tendance, et les économistes orthodoxes ont tendance à réduire le salaire à un prix du travail, ce qui n'est en fait pas du tout. Puisque le salaire, c'est avant tout un tarif qui est négocié collectivement, qui est inscrit dans des conventions collectives ou alors dans un grade qui est négocié par les commissions paritaires. C'est ce qu'est le salaire aujourd'hui, voilà. Oui. Voilà, oui. Ça c'est ce qu'est le salaire aujourd'hui. Donc c'est pas un prix. Donc il sait, si vous voulez, on appelle ça le processus de socialisation du salaire. Il s'est socialisé, c'est-à-dire il s'est démarchandisé, pour prendre un terme un peu barbare. Si vous le voulez, moi je vais parler avec mes termes à moi. C'est vrai que vous parlez avec des termes de chercheurs. Moi je vais vous dire ce que je pense qu'est le salaire pour moi. Et vous allez me le dire, vous allez me dire que c'est faux et m'expliquer ce qu'est en fait le salaire. Pour moi, le salaire, c'est ce que j'ai dans ma poche à la fin du mois. Voilà, tout simplement. C'est le salaire net. Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose. Le salaire, c'est pour moi quelque chose qui sert à satisfaire mes besoins. C'est une juste contribution à un travail. Alors, je voudrais m'adresser à Bernard Friot parce qu'il explique dans son ouvrage qu'effectivement, nous avons tous et toutes, en tout cas pour beaucoup, cette idée du salaire, mais qu'il faut sortir de cette représentation du salaire. Alors Bernard Friot, qu'avez-vous à me répondre? Est-ce que j'ai juste dans ma définition du salaire? Non, vous n'avez pas juste, c'est vrai. Mais ça tout le monde le sait aussi quand même, et vous aussi. Au-delà du salaire poche, comme disent les Belges, enfin ce que l'on a à la fin du mois, effectivement, au bas de la feuille de paye, il y a aussi des cotisations sociales qui sont du salaire, hein, et qui représentent, pour un salaire, si on prend, je vais prendre des chiffres ronds, et je prends des salaires qui sont supérieurs à 1,6 SMIC, parce que en dessous de 1,6 SMIC, il y a des exonérations de cotisations patronales. Hélas, vous nous le direz tout à l'heure pourquoi. Oui, hélas, c'est vrai. Et pour un salaire 1,6 SMIC, c'est 1000, le SMIC est à 1100 € à peu près net. On est donc à 1700 €. Pour simplifier, je prends un salaire à 2000 € net. Eh bien, il y a par ailleurs 1660 € de cotisation sociale. Et donc, il y a un salaire total qui est de 3660 €. Ça, c'est le salaire. Le salaire, c'est tout. C'est le salaire net, le salaire brut, plus les cotisations, toutes les cotisations. Ça, c'est la véritable définition du salaire. Après, sur ce que je vous ai dit ensuite, est-ce que le salaire, c'est quelque chose qui doit servir à satisfaire mes besoins? Je travaille. J'ai un emploi, alors je dis une grossièreté, hein. Vous m'expliquerez pourquoi tout à l'heure ce mot emploi n'est pas bien utilisé. J'ai un emploi, et pour cet emploi, mon employeur me verse un salaire qui doit couvrir mes besoins, un salaire qui est la juste rétribution de mon travail. Est-ce que ça c'est juste? C'est, disons, le rêve du capital de nous réduire à des êtres de besoin, qui avons besoin d'un pouvoir d'achat. Parce que on le voit très bien aujourd'hui devant notre exaspération, devant l'impuissance dans laquelle on est, devant des fermetures d'usines, on est complètement impuissant, devant la délocalisation, on voit aussi des actionnaires qui s'en fichent, mais alors plein les poches, dans une espèce d'impudence, ou des Arnaud qui sont présentés comme des monuments nationaux, si j'en crois la secrétaire générale du MEDEF, alors qu'ils ont pillé le textile vosgien avec l'argent public il y a 30 ans pour se faire une fortune invraisemblable. Tous ces parasites-là nous
nous nie comme producteurs de la valeur. C'est nous qui produisons la valeur économique. Donc notre salaire, c'est pas ce qu'il faut pour résoudre nos besoins. Ça supposait que nous sommes des mineurs, des gens qui ont des besoins, mais qui n'ont pas de pouvoir. Des mineurs au sens mineur majeur. Hein, voilà. Oui, des mineurs, oui, pas des mineurs de Forbach, hein, des mineurs au sens de gens qui sont voués à attendre d'un il qu'il nous donne du travail, des êtres qui sont sans pouvoir sur l'économie. Or, précisément, et c'est ça les acquis énormes de la classe ouvrière, quand elle a existé comme classe, avec des organisations de classe, des organisations autonomes qui pouvaient la rendre conquérante, entre autres, essentiellement entre 1920 et 1980. Entre 1920 et 1980, on a conquis ce que disait Jean-Pascal Igelet, très justement, que le salaire ne soit pas le prix de notre force de travail pour répondre à nos besoins, mais qu'il soit à la qualification, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que, soit comme fonctionnaire ayant un grade et donc une qualification personnelle, soit comme salarié du privé étant sur un poste à un certain niveau de qualification, qui reconnaît que nous ne sommes pas simplement des êtres de besoin qui avons droit à un pouvoir d'achat. Nous sommes les producteurs de valeur qui avons droit à un salaire à la qualification. Un salaire à vie lié à un grade pour les fonctionnaires, à une qualification. Alors, la qualification existe. Aujourd'hui, on parle d'emploi qualifié. On parle parfois de personnes qualifiées. Est-ce que c'est vrai? Mais on qualifie souvent les emplois. Alors, j'aimerais qu'on s'entende sur le lexique. Il y a le poste de travail, il y a le travail, l'emploi. Est-ce qu'on peut dire d'un emploi qu'il est qualifié? Est-ce que l'on qualifie les personnes ou les emplois? À vous de me répondre. Ben, ça dépend, précisément. Hein. Si on est fonctionnaire, c'est la personne qui est qualifiée. Elle a un grade. Elle a un grade et elle a un salaire à vie. Hein. Un fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui a un emploi à vie. Elle n'a pas d'emploi à vie, elle a un salaire à vie. Mais non, les fonctionnaires, c'est les plus mobiles des salariés. La peur de ne pas retrouver d'emploi est telle aujourd'hui que la durée moyenne dans l'emploi augmente. Les gens dans le privé restent dans des emplois dans lesquels éventuellement ils s'emmerdent, mais ils restent. Je ne parle pas de ceux qui sont licenciés, mais de ceux qui sont dans une situation où ils peuvent éventuellement démissionner, mais ils ne démissionnent pas. Donc, et du coup, c'est les fonctionnaires qui sont les plus mobiles des salariés actuellement. Donc les fonctionnaires changent d'emploi beaucoup plus souvent que les salariés du privé. Donc c'est pas l'emploi à vie, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est le salaire à vie. Hein. En tout cas, jusqu'à ce que la RGPP commence à faire des dégâts, un fonctionnaire ne connaît pas le chômage. Hein. Il peut ne pas avoir de poste, mais il est payé parce que c'est lui qui est payé, parce que c'est lui qui est qualifié. Hein. Et pas son poste de travail. Et l'emploi, c'est la qualification du poste. Du poste de travail, d'accord. C'est la situation du privé où c'est le poste qui est qualifié. Un salarié du privé n'est jamais payé. Lui, c'est son poste qui est payé. Donc avoir un salaire à vie, qualifier les personnes et non pas le poste de travail, c'est une évolution possible et celle que vous souhaitez bien évidemment dans votre ouvrage L'enjeu du salaire. J'aimerais vous poser quelques questions et puis ensuite je laisserai la parole au public pour que vous nous expliquiez comment ce qui semble utopiste à première vue, avoir un salaire à vie, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est viable économiquement? Vous nous expliquerez que oui et pourquoi. Les institutions que nous connaissons, vous avez parlé des fonctionnaires en particulier, sont porteuses aujourd'hui de ce futur possible. On ne va pas partir de rien. Vous l'avez dit, il existe pour les fonctionnaires quelque chose de semblable. Est-ce que c'est transposable pour tout le monde? C'est déjà transposé pour tout le monde, c'est transposé pour les retraités. Enfin, les retraités hommes, hein, parce que la retraite moyenne des femmes, c'est 900 €. Hein, donc là, si la moyenne est à 900, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont à 400-500. Donc on ne peut pas parler de salaire, ce serait indécent de parler de salaire à ce niveau-là. Mais la retraite moyenne des hommes, c'est 1600 €, ce qui n'est pas énorme, hein, mais ce qui fait que pas mal d'hommes, certaines femmes aussi, bien sûr, surtout des femmes qui ont été fonctionnaires, mais pas mal d'hommes ont une pension, une retraite qui est assez proche de leur salaire d'activité. Et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont payés à vie, ces gens-là. D'ailleurs, quand on les interroge sur leur bonheur au travail, parce que ces retraités qui ont une pension proche de leur salaire, ce qui fait quand même plusieurs millions de personnes, c'est énorme. Il y a 15 millions de retraités. Hein. À peu près la moitié ont une pension
plus ou moins proches de leur salaire. Qu'est-ce qu'ils disent quand on les a... Ils n'ont jamais autant travaillé, globalement ça. Ils n'ont jamais été aussi heureux de travailler. Et quand on leur demande pourquoi ils sont heureux au travail, ils nous disent, j'ose pas le dire, quand je pense à mes petits-enfants qui ont tant de mal, ça tombe tous les mois. Et ils sont un peu éberlués, ça tombe tous les mois. Voilà. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un salaire à vie? Est-ce que je n'ai pas finalement, moi, cotisé toute ma vie pour avoir un revenu différé, en quelque sorte, le jour de ma retraite? C'est tout l'enjeu de ce qui s'est passé depuis, on va dire, 30 ans. C'est d'essayer de nous imposer cette représentation du salaire indirect, on va dire. Donc de le transformer, ce qui est la poursuite du salaire dans la retraite, mais on peut aussi l'appliquer aux chômeurs, aux femmes enceintes, enfin à tous ceux qui touchent un salaire hors de l'emploi. Oui, un salaire... c'est la poursuite du salaire. Et tout l'objet de la vague des multiples réformes qui ont touché les différents pans de la protection sociale, ça a été justement de faire en sorte de ramener, si vous voulez, sur la notion de salaire différé, de revenu différé, ce qui était un salaire socialisé, un salaire, la poursuite du salaire hors de l'emploi. Et donc, en fait, finalement, d'imposer une logique de rente, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait comme si nos cotisations, on les épargnait et on les utilisait quand on tombait au chômage ou quand on arrivait à la retraite. C'est pas ça du tout qui se passe. Effectivement, les réformes nous tendent vers cette représentation. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle était encore, on va dire, avant les réformes si on prend la retraite de 93 et les suivantes, de 2003, on était vraiment dans une poursuite du salaire. Et même sur le droit à l'indemnisation du chômage, on était sur des modèles de salaire beaucoup plus universalisés, si vous voulez, pour les chômeurs, que ce qu'on connaît actuellement, qui est une caricature du salaire différé, puisque les chômeurs, vous savez, ils ont droit à... c'est la règle du 1 jour cotisé égale 1 jour indemnisé. Donc comme si je cotise un jour, je le mets de côté, et hop, après je l'utilise quand je suis au chômage. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça, on sait bien qu'on est dans des régimes par répartition. Donc ce qu'il faut, c'est bien essayer de se sortir de cette représentation. C'est un problème de représentation. C'est un problème de représentation. Alors, il y a des effets de réalité quand même de ces réformes. Oui. Mais si vous voulez, ça reste quand même il faut ce que disait Bernard, c'est qu'il y a des millions de retraités. Et ils le vivent au quotidien, le fait d'avoir un salaire tous les mois qui n'est pas la contrepartie du fait de soumettre son travail au capital. Donc c'est une réalité, mais c'est une réalité contradictoire, parce que c'est vrai qu'en même temps, on sait que la réforme de 93 des retraites, elle commence déjà à produire des effets de retour de la pauvreté des personnes âgées. Donc on est dans des situations qui sont forcément contradictoires. Et donc si on parle de l'avenir des salaires, la question c'est de savoir quelle va être parmi les réalités contradictoires auxquelles on est confronté, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est la bonne nouvelle de la socialisation du salaire, ou est-ce que ce sont en gros les reculs des réformes qui, depuis 30 ans, essayent de rabattre le salaire soit sur le revenu différé, soit sur d'autres formes dont je pourrais parler, qui sont des revenus tutélaires, pour le bas de l'échelle des salaires, on va dire. Dernière question avant de vous passer la parole. Il y a quand même dans la société ceux qui produisent de la valeur économique. Vous m'expliquerez s'il y a une différence entre valeur d'usage et valeur économique. Et puis il y a ceux qui ne produisent pas de la valeur économique, de la richesse pour le pays. Je vois que vous m'avez admirablement lu et que vous jouez très bien le jeu de l'avocat du diable. Merci beaucoup. Oui, c'est effectivement l'enjeu central, ça. C'est-à-dire, est-ce que les retraités produisent de la valeur économique ? Est-ce que les fonctionnaires produisent de la valeur économique? La différence entre valeur d'usage et valeur économique, pour reprendre les expressions que vous avez utilisées, quand je fais quelque chose, quand j'ai une activité, je produis quelque chose qui a un usage. Mettons, je fais du café chez moi, ça a un usage, ça va me requinquer après le repas de midi, ou ça va créer de la sociabilité entre les amis que j'ai invités.
Ça, c'est la valeur d'usage de ce que nous produisons. Tout ce que nous produisons a une valeur d'usage. Mais si je fais ce café comme salarié d'un restaurateur, ce produit, le café, n'a pas simplement une valeur. Il a la même valeur d'usage, bien sûr, mais il a aussi une valeur économique qui vaut à la fois un salaire pour moi et un profit pour lui. Et tout l'enjeu du travail, hein, c'est d'apporter de la valeur économique à ce qui est une activité utile. Lorsque je fais du café chez moi, je ne travaille pas. Lorsque je fais du café comme salarié d'un cafetier, je travaille. Le travail, c'est la part de notre activité qui produit de la valeur économique. Et ce qui est en débat aujourd'hui très fortement, hein, c'est comment est-ce que nous lisons la moitié de ce que nous produisons, puisque sur les 2000 milliards que nous produisons chaque année, hein, nous produisons, c'est ça ce qu'on appelle le PIB, hein, nous produisons 2000 milliards d'euros par notre travail ensemble. Hein. Comment est-ce que nous lisons les 1000 milliards qui correspondent à l'activité des fonctionnaires et à la sécurité sociale? Soit nous disons que ces 1000 milliards, c'est piqué sur le travail des salariés du privé, qui sont les seuls à produire de la valeur économique. Et puis, on va distribuer des salaires à des gens qui sont utiles. Les fonctionnaires, c'est utile, mais ça ne produit rien. C'est comme les femmes. Hein. C'est ça, les femmes. Hein. Utiles, mais non productives. C'est comme ça que la domination masculine s'exprime. Hein. Alors on chante aux femmes une petite chanson, la fête des mères, pour les consoler d'être non productives, mais très utiles. Alors est-ce que les fonctionnaires, c'est ça? Est-ce que les retraités, c'est ça? Est-ce que les retraités, c'est les bonnes sœurs d'aujourd'hui? Très utiles, mais ne produisant pas. Vous voyez l'enjeu? Si nous disons ça, nous disons, ah mais pour avoir droit à des services publics, pour avoir droit à de la sécurité sociale, il faut d'abord qu'on augmente la part du gâteau et qu'on soit plus compétitif. C'est une fable, ça. C'est pas ça la réalité. C'est pas du tout ça que nous avons construit. Ça, c'est ce que nos maîtres veulent nous faire croire. Ce que nous avons construit depuis au cours du siècle dernier, c'est une croissance du PIB à cause de l'activité des fonctionnaires, des retraités, des parents, des soignants, pour prendre les risques, comme on dit, de la sécurité sociale. Sur les 2000 milliards que nous produisons, il y en a 1000 que l'on appelle dépenses publiques. Hein. Vous ne pouvez pas. Hier encore, j'écoutais un débat complètement débile, comme tous les débats à France Culture le matin. Je ne sais pas si vous écoutez, dispensez-vous-en si vous le faites, hein, mais de temps en temps, je le fais au second degré. Et il y avait un certain Lamassoure qui nous racontait qu'on se shootait à la dépense publique depuis des années et que maintenant, il fallait payer. C'était quand même normal, on s'était shooté. Bon, si nous ne savons pas lire qu'en réalité, cette dépense publique, c'est de la production publique, que ce que font les fonctionnaires, ce que font les retraités, ce que font les soignants, ça s'ajoute au PIB. Ce n'est pas une ponction sur le PIB, c'est un ajout de valeur. Et la démonstration est très simple, vous savez. Pourquoi est-ce que nos PIB, je termine puisqu'il faut qu'on passe la parole, mais c'est un point central, ça, hein, parce que sinon on est complètement verrouillé dans le discours de la réforme. Si nos PIB doublent tous les 40 ans, hein, 2000 milliards en 2010, 2012, enfin on est en 1996 milliards là, cette année, 2011, en 70 000 milliards, enfin, je parle en euros constants, hein, et en 1930, 500 milliards. Si nous multiplions en monnaie constante le PIB tous les 40 ans, ce n'est pas du tout parce que nous multiplions par 2 la valeur capitaliste produite dans des emplois subordonnés qui mettent en valeur des capitaux. Pas du tout.
la valeur capitaliste, elle augmente peu. Pourquoi? Parce que dans le capitalisme, on mesure la valeur par le temps de travail nécessaire à la production. Toujours ces gains de productivité pour réduire le temps de travail. Mais justement, si vous augmentez les gains de productivité, vous réduisez la valeur des biens en permanence. On peut très bien produire 10 fois plus de voitures qu'à 40 ans. Si pour produire une voiture, il faut 10 fois moins de temps, ce que nous produisons ne vaut pas 1 centime de plus. Donc ce n'est pas du tout par sa dimension capitaliste que nos PIB augmentent. Ils augmentent très peu, même si nous multiplions les marchandises. La réduction permanente, ce qui entraîne une telle souffrance dans le travail concret et un tel chômage, la réduction permanente du temps de travail par unité produite fait que la valeur de ce que nous produisons n'augmente pas. Encore une fois, peut-être qu'on produit 10 fois plus de voitures, mais comme il faut 10 fois moins de temps par voiture, on ne produit rien de plus, puisque c'est le temps qui est la mesure de la valeur dans le capitalisme, le temps de travail, ce qu'on appelle la valeur travail. Donc si nos PIB ont doublé tous les 40 ans, c'est parce que nous avons ajouté, dans les combats de la classe ouvrière bien sûr, parce que nous avons ajouté à la valeur capitaliste la valeur des fonctionnaires. Les fonctionnaires produisent 500 milliards par an, 500 milliards par an les fonctionnaires, et la valeur des soignants de la sécurité sociale, 250 milliards, la valeur des retraités, produite par les retraités, 260 milliards. Bref, nous sommes à 1000 milliards, 200 milliards pour la santé, pardon, 260 milliards pour les retraités, 70 milliards pour les parents et les chômeurs. Nous sommes dans une production qui n'est pas capitaliste précisément, une production qui nous libère. Enfin, les retraités, ils font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, donc c'est de la production qui n'a pas d'empreinte écologique particulière. Ils produisent des choses qui les rendent heureux. Ils n'ont pas l'angoisse de savoir qui va être l'actionnaire de leur entreprise, qu'est-ce qu'elle va devenir. Ils sont libérés du marché du travail, ils sont libérés de la dictature du temps, ils sont libérés de la production de marchandises. Enfin, ils travaillent de manière humaine. Et ce que font les retraités, après 60 ans, si nous le faisions tous dès 18 ans. Payer à vie les retraités, vous le dites, mais ils produisent une valeur non capitaliste, 13% du PIB, qui pourrait leur être, qui leur est reversé en pension. Voilà. J'imagine que ça suscite chez vous quelques interrogations, quelques questions. Qui veut se lancer? Oui, je vous en prie, monsieur. On va garder, je pense qu'on entend le monsieur. Alors, c'est moi qui vais bouger. Non, je garde mon micro. Je ne cède jamais mon micro, mademoiselle. Je vous en prie, monsieur, levez-vous. Eh bien, autrement, regardez. Je dois faire comme ça. Vous me le rendez, c'est promis? Non, attendez, je vais venir par là. J'ai pas confiance, ça. Voilà, c'est comme ça, c'est le tic de l'animateur. Il est attaché à son micro comme la sardine à sa boîte. Je me mets à côté de vous. Voilà. C'est bien agréable. Ben, attendez, vous pouvez le lâcher. Oh, mais c'est sympa. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis né en 1938, donc j'ai toujours été employé dans une entreprise tout près d'ici, c'est-à-dire les aciéries de Pompée. Et en plus, j'étais un peu engagé comme syndicaliste. Alors, la dame, elle disait, moi, je suis retraité, quand on me dit, alors, comment ça va ta retraite? Alors, la première question, je dis, je suis libre. Mais tu ne travailles pas? Ah, j'ai dit, je ne travaille pas. J'ai des activités, je m'occupe, j'ai des activités dans mon jardin, je lis, je vais au cinéma, etc., etc. Personnellement, je déteste le mot travail, puisqu'on sait, l'étymologie, ça veut dire torture. Donc, moi, c'est un mot, moi, je pense que les infirmières ne travaillent pas, elles donnent des soins. Même le garçon de café, il nous sert un café, mais il nous sert un café, il y a quand même une partie humaine. Il nous fait un sourire, et si c'est une dame, eh ben, elle est agréable à regarder, etc. Donc il y a quand même une partie particulière, il n'est pas aux pièces pour nous donner un café. Donc moi je pense que c'est un mot qui nous torture, le travail. Maintenant, en ce qui concerne, disons, certains revenus, moi je pense que j'ai eu cette chance. Je n'ai jamais connu le chômage et lorsque j'ai commencé à être embauché dans une entreprise, il n'y avait pas de chômeurs. Ça n'existe pas.
je ne sais pas, même si demain, on en parle un petit peu ici, qu'on remettait en cause, on la remet en cause, mais si on pouvait se débarrasser de l'économie libérale ou l'économie capitaliste, il faudrait la première chose que les chômeurs aient les moyens de manger. Donc je pense que là, je rejoins très fortement les objecteurs de croissance qui pensent qu'il faudrait faire un revenu, pas un salaire. Monsieur, je vais vous reprendre le micro parce qu'il faut laisser la parole aussi un petit peu aux autres, si vous le voulez. Rapidement. 5 minutes, c'est beaucoup sur 1 heure. Un revenu inconditionnel d'existence. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'important pour que la personne puisse vivre, s'habiller, etc. Bon, Bernard, il a parlé un peu de la croissance, mais je crois aussi qu'il faut peut-être, pour modifier les choses, parce que la croissance, elle n'a pas créé d'emploi, eh bien qu'on ait une économie qui s'oriente vers la décroissance. Je termine. Merci beaucoup, monsieur. Alors sur la première partie, Bernard Friot, avant de passer la parole à madame, il a raison, monsieur, les infirmières, avant il y avait des bonnes sœurs, elles travaillaient les bonnes sœurs quand elles nous soignaient, ou c'était du travail, ça ? Bon, il faut s'entendre sur le mot travail, parce que sinon, ça va être un dialogue de sourds, forcément. Merci beaucoup, Gérard, pour ce que tu viens de dire. J'ai défini dès le départ le mot travail tel que je l'utilise dans cet ouvrage, L'enjeu du salaire, ou dans Puissance du salariat, ou tel que l'utilise aussi Jean Pascal dans les formes et structures du salariat, crise, mutation, devenir. Le travail, c'est la partie de notre activité qui crée de la valeur économique. Et la valeur économique, c'est un enjeu central. On ne peut pas réfléchir uniquement en termes de l'utilité de ce qu'on produit, mais également de la valeur économique de ce qu'on produit. Et lorsque les religieuses, pour reprendre votre question sur les religieuses, lorsque les religieuses faisaient des soins infirmiers dans les années 50, ce n'était pas considéré comme du travail, c'était considéré comme de l'activité, ce que tu viens d'appeler activité d'ailleurs, activité utile, mais qui ne produisait pas de valeur. Je te reprends quand tu dis qu'il n'y avait pas de chômage quand tu as commencé. Il n'y avait pas de chômeurs, mais il y avait des femmes. Les femmes, bon, on ne va quand même pas en plus les payer. Elles sont utiles, ça suffit, ça leur suffit. Donc, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus proches du plein emploi que dans les années 60. Je vous donne un chiffre qui peut-être vous fera réfléchir. En 62, qui est une des années les plus importantes de ce qu'on appelle les prétendues 30 glorieuses, le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de ceux qui ont un emploi des 20-60 ans, est de 67%. 67%. Donc c'est le plein emploi des hommes. Il y a le tiers des personnes qui n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, il est de 76%, les 3/4. Nous sommes plus proches du plein emploi que dans les années 60. C'est d'ailleurs pour ça que le travail va si mal. Donc attention, quand on dit qu'il y avait du plein emploi dans les années 60, c'était le plein emploi des hommes uniquement. Les femmes, elles étaient confinées dans l'univers domestique. Elles en sont sorties, heureusement. Et justement, l'espèce de mépris dont était tenu le travail infirmier, c'était le fait qu'il était fait par des femmes. Et dans les années 60, ce qui a changé, c'est que les religieuses ont été transformées dans des infirmières qui avaient soit un grade, parce qu'elles étaient dans la fonction publique hospitalière, soit un emploi, parce qu'elles étaient salariées d'une clinique privée, et du coup, le PIB a augmenté. On a augmenté le PIB des soins infirmiers. C'est-à-dire que, et contre les objecteurs de croissance, je dirais, que la croissance, ça ne signifie pas forcément qu'on fait une empreinte écologique supplémentaire. Si on attribue de la valeur économique à quelque chose qui se faisait déjà et qui n'était considéré comme sans valeur. Entre 1965, où toutes les infirmières ont un grade ou un poste, et 1950, où c'est des religieuses, le travail infirmier, c'est le même. Sauf qu'il n'avait pas de valeur, et maintenant il en a une. Mais l'empreinte écologique, elle est la même. Et aujourd'hui, la moitié de la valeur que nous produisons ne relève pas de la logique capitaliste.
Je l'ai dit tout à l'heure, un retraité, quand tu fais ton jardin, mais tu travailles, figure-toi. Il faut renoncer à cette identification entre travail et aliénation, entre travail et tripalium, parce que précisément, c'est mettre à mort une deuxième fois tous les militants de la classe ouvrière qui ont conquis la retraite, qui ont conquis la sécurité sociale, c'est-à-dire qui ont conquis le fait que la valeur économique, ce ne soit pas simplement ce qui se fait dans la logique du capital, mais que la valeur économique, c'est aussi ce qui se fait dans une logique non capitaliste. Nous avons déjà la moitié du PIB qui est un tremplin pour sortir du capitalisme. Et c'est ça qu'il faut savoir voir si nous voulons sortir de notre pessimisme. Enfin, il faut en sortir. Alors, on va repasser la question, le micro à la salle. On a une vingtaine de minutes. Il faut que ça aille relativement vite. Simplement sur la deuxième partie de ce que disait monsieur sur, j'ai bien compris, donner un revenu décent aux chômeurs. Jean-Pascal Igelet, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est votre champ de recherche. Finalement, si on parle du salaire à vie, on sort de cette idée de revenu décent pour un chômeur. Mais précisément parce que justement, le revenu, la notion de revenu renvoie à la notion de besoin. Et de fait, on est toujours dans une situation où, quand on parle de revenu, on va tendre vers le revenu minimum, ou alors vers la désignation d'un panier de besoins qu'il faut couvrir. Donc c'est pour ça que finalement les revenus d'existence, souvent, ils prennent la forme d'ailleurs de revenus minimum d'existence. Et l'avantage du salaire est de se poser comme salarié et de poser comme ayant un pouvoir, de se poser comme producteur en fait, comme étant ceux qui produisent de la valeur, c'est que on n'est pas en train de quémander le fait de pouvoir survivre, de pouvoir répondre à nos besoins. On est en train de dire que c'est nous qui produisons la valeur, et donc nous avons en retour le salaire que l'on négocie, ensuite il y a des conventions sociales qui se mettent en œuvre. Et donc c'est pour ça que je parle un peu à la place de Bernard Friot, là, qui répondrait sans doute mieux que moi là-dessus, mais le salaire, le projet de salaire universel, il ne risque pas de tomber dans les affres du projet de revenu d'existence, parce que justement, il dépasse la notion de besoin et il pose les personnes comme producteurs. Une question, madame. Oui, merci. Par rapport à la valeur, vous avez utilisé les notions de valeur d'usage, de valeur économique. Et vous n'avez pas introduit la notion de valeur marchande. Est-ce que valeur économique et valeur marchande, ce sont pas des distinctions fécondes pour distinguer la production de valeur des fonctionnaires, par exemple, et des salariés du privé, avec un corollaire qui est dans la dégradation des services publics à l'heure actuelle, la transformation de la valeur économique produite par les fonctionnaires en valeur marchande, et donc ma question est pourquoi vous ne parlez pas de valeur marchande et quel serait l'intérêt de cette catégorie? Oui, Bernard Friot, je vais vous demander simplement de répondre rapidement pour que l'on puisse prendre beaucoup de questions. Bon, ok. On est vraiment tenu à 19h, il n'y a pas de... On dépassera un petit peu, on a l'autorisation. Voilà. La selle est belle, on est bien. Bon. Vous avez vraiment extrêmement raison. Hein. La valeur économique, elle soit la valeur capitaliste, qui met en valeur des capitaux, et qui est fait sous forme de marchandises. Et puis vous avez des valeurs non capitalistes qui peuvent être marchandes. Mettons, si vous prenez un agriculteur qui vend des tomates sur le marché, ou ces tomates sur le marché ou dans une AMAP, il y a bien un prix, c'est marchand, mais c'est pas capitaliste. Il est même souvent victime de la centrale d'achat ou de je ne sais trop quelle autre institution capitaliste. Donc, ce sur quoi je veux mettre l'accent, et vous avez raison de distinguer la valeur, moi j'appellerais capitaliste, et la valeur non capitaliste, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est sur le fait que nous sommes déjà loin, nous sommes un vieux pays capitaliste. Et l'importance de notre PIB vient de ce que, grâce aux luttes sociales, nous avons conquis le fait que soit reconnu comme valeur économique, je ne sais pas moi, l'accompagnement des mourants, c'est considéré comme ayant valeur économique. Les activités des fonctionnaires, c'est considéré comme ayant valeur économique.
Le travail des parents qui ont des allocations familiales, c'est considéré comme ayant valeur économique. Le travail des retraités, quoi qu'ils fassent, dès lors que c'est du travail, je suis d'accord, dès lors que c'est une activité qui produit des valeurs d'usage, pas quand ils vont pisser, mais dès lors qu'ils produisent des valeurs d'usage, tout ça c'est du travail qui produit de la valeur. Un retraité qui garde ses petits-enfants, il produit de la valeur économique. C'est ce que nous avons conquis, sachons le voir. Parce que vous voyez combien ça ouvre de perspectives sur la possibilité de sortir du carcan de la valeur capitaliste. Une question ici. Oui, alors en fait, une remarque et une question, je vais être bref et rapide. Vous avez dit tout à l'heure, le rêve du capital est de nous réduire à des êtres de besoin. Ben, ça y est, c'est fait. Hein. Le capitalisme n'a plus besoin de rêver, puisque les plus grands prêtres, les grands prêtres de la société capitaliste, ce sont les publicistes, quoi, puisqu'ils ont réussi à transformer le désir en besoin, et donc de créer du besoin, et donc de production, consommation, besoin, etc. Enfin, c'était pour confirmer un petit peu et prolonger ce que vous disiez. Ma question est très naïve et très simple, et en même temps, j'aimerais bien vous entendre, parce que vous n'avez pas répondu sur le revenu minimum d'existence. Est-ce possible? Comment y avez-vous réfléchi? Et quel tarif, enfin, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire 5 minutes quelque chose? Merci. Eh bien, nous pouvons, dans les conditions actuelles de la production, d'un PIB à 2000 milliards d'euros, nous pouvons attribuer à tout le monde, de 18 ans à sa mort, un salaire à vie qui commence à 1500 € net à 18 ans. Tout le monde peut avoir un salaire de 1500 € à 18 ans et qui connaît un plafond de 6000 €. Il est entendu que, mais il faut lire mon bouquin là-dessus, la cotisation se substituant à l'impôt, c'est 6000 € net d'impôt, ce qui correspond à 8500 € à peu près aujourd'hui. Quelqu'un qui gagne 8500 € par mois, il paye 2500 € d'impôt à peu près, donc il a 6000 net. Donc, nous pouvons très bien assurer un salaire à vie à tout le monde, y compris les handicapés congénitaux, de 18 ans à la mort. Et qu'est-ce que ça veut? Et avec une carrière salariale de 1 à 4. On démarre à 1500 € et on peut aller à un maximum de 6000 €, en passant des épreuves de qualification. Nous le pouvons parfaitement, nous produisons assez de valeur pour cela. Et vous voyez que c'est la même conquête que le suffrage universel. C'est quoi le suffrage universel? Le suffrage universel, c'est de postuler que tout le monde est capable de participer aux délibérations politiques. Lorsque cette thématique est arrivée dans le débat public, vous avez eu une protestation assez générale. Comment vous allez confier des perles au pourceau? Vous allez demander à ces manants qui n'y connaissent rien, vous allez leur demander de décider. Ça a été une conquête, le suffrage universel, qui disait, mais non, la souveraineté, elle est populaire. Il n'y a pas de raison de déléguer à l'aristocratie ou à la bourgeoisie éclairée le soin de décider de la politique. Eh bien, nous avons à faire le même pas en matière économique. L'économie, c'est pas c'est pas une espèce d'aristocratie de propriétaires lucratifs qui seraient les seuls acteurs de l'économie, et nous, on serait là, des êtres de besoin, ayant un revenu universel d'existence ou ayant des salaires pris de notre force de travail. L'économie, c'est nous. C'est nous qui produisons la valeur. Il n'y a que nous qui produisons la valeur. Arnaud, il ne produit rien. C'est un parasite absolu. Ce type a démarré avec 40 millions, enfin, qui avait déjà piqué. 40 millions, personne ne peut avoir 40 millions. Je suis en francs d'avant, d'accord, 40 millions de francs. En 82, je sais plus, enfin bon. Il a démarré avec 40 millions qui lui ont permis de racheter Boussac parce qu'il voulait Dior, il ne voulait que Dior. Avec de l'argent public, il a été largement aidé par l'argent public, donc c'est un assisté, assisté majeur. Et l'année d'après, en ayant foutu en l'air tout le textile vosgien, tout le textile du Nord, mais en ayant récupéré Dior au passage, etc., il avait 8 milliards. Puis ensuite, il a continué, et maintenant, il est milliardaire en euros, non pas en francs. J'étais en francs, d'accord. Bien, c'est ça, les îles
Donc quoi? C'est d'eux qu'on va attendre le salut? Mais ces gens-là sont des adversaires complets. Et nous pouvons nous en débarrasser, figurez-vous. Ils ne servent à rien. Ils veulent partir, mais qu'ils partent. Ils partiront la queue basse. Parce que, qu'est-ce qu'ils possèdent? Ils possèdent des titres financiers. Des titres financiers. Des titres financiers, ça ne vaut rien dès lors que nous décidons de supprimer la propriété lucrative. Les titres financiers, ce n'est pas des congélateurs à valeur qui seraient bien utiles parce qu'ils nous apporteraient quelque chose. Pas du tout. Quand vous avez des titres et que vous voulez sauver une entreprise, comme on dit, hein, qu'est-ce que vous faites? Il faut bien que vous transformiez vos titres en monnaie. Vous n'allez pas payer les fournisseurs et les salariés avec des titres. Et quand on transforme des titres en monnaie, eh bien, on va à la banque, et la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle crée de la monnaie pour fournir l'équivalent du titre, et créer de la monnaie, c'est forcément anticiper sur le travail que nous allons faire, et donc s'il apporte 2 millions d'euros, ben, il pique 2 millions d'euros sur notre futur travail, tout simplement. Soit la banque a les 2 millions d'euros en dépôt, et le titulaire de titre vient piquer ces 2 millions d'euros. Il n'apporte rien, il pique. Quand on a compris ça, vous savez, on est comme Alice qui est passée de l'autre côté du miroir. On se fait plus chier avec les leçons de morale sur le fait qu'on vivrait au-dessus de nos moyens et tout ça. Il y a un moment où il faut dire que le roi est nu. Une question ici, monsieur. Bonjour Bernard Friot. La dernière fois que je vous ai vu, la salle était un peu moins belle. C'était lors de la grande lutte, enfin la dernière lutte qui a eu lieu, la plus grosse, de 2010 sur la réforme des retraites en automne. Et à l'époque, vous parliez, donc là je vous ai presque entendu le dire, j'aimerais que vous le redisiez, c'est qu'il fallait savoir voir aujourd'hui quelles étaient les institutions qui avaient été créées par les luttes ouvrières et qui étaient déjà là et qui pouvaient nous permettre de sortir du capitalisme. Donc là, vous l'avez presque dit tout à l'heure, notamment à l'époque où c'était la lutte contre la réforme des retraites, vous aviez évoqué le système de répartition des retraites, qui était un système effectivement qui a été gagné sur la lutte des travailleurs. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, de savoir voir dans les entreprises qui ont par exemple des projets de reprise directe par les salariés, sans avoir besoin effectivement des personnes que vous avez citées, comme Bernard Arnault, c'est-à-dire d'avoir un patron qui a simplement les titres financiers, mais de reprendre directement par les travailleurs l'entreprise, comme par exemple la lutte des Fralib. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Et à la fois aussi de la vision qu'ils ont eux, c'est-à-dire ils gardent la valeur économique de leur travail, et en plus ils ont une réflexion sur le partage de la valeur ajoutée économique qui est issue du travail qu'ils fournissent. Mais bien sûr, nous avons là des anticipations de ce qui doit devenir la généralité. Nous devons être les propriétaires d'usage de nos lieux de travail, y compris les fonctionnaires d'ailleurs qui ne le sont pas réellement. Ça veut dire quoi, propriétaire d'usage? Ça veut dire que nous n'allons pas retirer des sous du fait d'être propriétaire. Ça, c'est la propriété lucrative. J'ai un patrimoine, je peux en tirer un revenu. Ça, nous allons le supprimer. Et nous le faisons déjà pour la santé, par exemple. Enfin, les réformateurs ont construit sur le haut de Nancy, avec la Générale de Santé, Vitalia et autres groupes capitalistes, quelque chose qui, à nouveau, ponctionne pour des actionnaires. La Générale de Santé ponctionne 500 millions sur la Sécu chaque année pour le dividende de ses actionnaires. Est-ce que vous le savez, cela, hein? Mais à cette exception près, qui reste encore minoritaire, nous avons conquis un appareil de santé qui repose pas du tout sur l'accumulation financière. C'est des cotisations qui sont une partie du PIB, 10% du PIB, et on finance l'investissement hospitalier sans aucun appel au crédit. C'est la cotisation qui finance. L'investissement, il est toujours financé sur ce que nous sommes en train de produire. Les 400 milliards d'investissements que nous faisons chaque année, c'est une partie des 2000 milliards que nous produisons. Alors pourquoi les confier à des îles qui vont ensuite faire un chantage à l'emploi et à la dette invraisemblable? Pourquoi pas les prendre pour nous? C'est nous qui les produisons. Et nous le savons puisque nous le faisons déjà sous forme de cotisation. On va créer une cotisation économique qui se substituera au profit
Nous allons affecter 30% de ce que nous produisons chaque année à une cotisation qui ira à des caisses d'investissement qui financeront l'investissement sans taux d'intérêt, sans même remboursement. Ce sera des subventions. Imaginez la libération que ça va être pour les PME, ces patrons de PME qui ont l'obsession de trouver du financement, qui n'en trouvent pas. Et deuxième, donc ça c'est la première condition pour que nous utilisions vraiment tous les acquis économiques et sociaux des luttes du XXe siècle. Être fidèle au Conseil national de la résistance. C'est pas faire des opérations mémorielles un peu nostalgiques, c'est faire pareil. Et deuxième condition, bien sûr, pour que ce soit possible, c'est supprimer le marché du travail. Mais c'est ce que nous faisons déjà. Vous avez, sur les 15 millions de retraités, vous en avez 7 qui sont au travail. Heureux, parce qu'il n'y a plus de marché. Ils sont libérés de tout cela. Ils ont un salaire à vie. Nous allons, sur ce modèle, généraliser ce que nous faisons déjà. Donc, je reprends tout à fait ce que vous dites. L'art de sortir du capitalisme, et il est urgent d'en sortir, très franchement, c'est de savoir lire ce qu'il y a d'émancipateur déjà dans les résultats des luttes sociales depuis un siècle. Les luttes sociales ne nous ont pas laissés à poil, pas du tout. Les luttes sociales ont abouti à des conquêtes considérables. Il faut arrêter nos discours misérabilistes, vraiment arrêter. Une question ici. En fait, j'ai une question. On a bien compris dans votre propos que le modèle économique et de société, c'était pas le modèle capitaliste qui était à défendre. Mais quel modèle vous recommanderiez par rapport à votre analyse? Et j'avais également une autre petite question, c'était par rapport à votre remarque sur les salaires qui étaient possibles de distribuer de 1 500 à 6 000 euros. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? On donnerait 6 000 euros aux jeunes et 1 500 euros quand on serait plus vieux. Et c'est en tant que jeune que je dis ça. Tu seras vieux un jour. Alors, parce qu'il faut que je vende ma camelote, encore une fois. Vous avez, sur la réponse « Comment faire ?», vous avez un excellent entretien qui s'appelle « La révolution du salaire », dans une revue que vous trouvez en kiosque, qui s'appelle « Revue des livres », la RDL. Le numéro de septembre-octobre, il vient de sortir. Il sera en librairie le 15 et il est en kiosque depuis le 1er septembre. 5,90 €. 5 € si vous venez l'acheter sur le stand de l'autre rive demain, parce que ce soir c'est trop tard. Là, vous avez... J'ai essayé d'aller plus loin dans cette question, d'accord ? Comment est-ce qu'on peut passer à ce salaire pour tous, à cette cotisation économique à la place du profit? C'était le premier point. Alors maintenant, votre deuxième point, rappelez-le parce que j'ai oublié dans l'intervalle. C'est partir à 6 000 euros pour les jeunes, c'est ça alors, et arriver à 1 500 pour les plus âgés. Parce que je suis révolutionnaire et non pas utopiste. Quelle est la différence entre l'utopie et la révolution? La révolution, c'est pousser plus loin de l'émancipateur déjà là. Lorsque Ambroise Croizat, en 1945, crée les caisses de sécurité sociale, il ne part pas de rien. Quand on analyse en 1946, premier semestre 1946, entre janvier et juin 1946, il crée les caisses de sécurité. C'est quoi les caisses à ce moment-là? C'est les caisses des assurances sociales de 1930. Les salariés, vous prenez des monographies sur Nancy, sur les Vosges, la caisse de sécurité sociale, en 1945, c'est la caisse d'assurance sociale, c'est les mêmes salariés, les mêmes administrateurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il double le taux. Il passe de 16% du salaire brut à 32% du salaire brut. Vous voyez, il sait voir ce qu'il y a déjà d'émancipateur réel, les assurances sociales, et il pousse plus loin. Et c'est cette hausse massive du taux qui a entraîné la croissance considérable que nous avons connue ensuite. Donc, l'utopiste, c'est celui qui dit « le monde est mauvais, le monde est noir, nous allons construire un monde idéal qui sera blanc ». Aujourd'hui, les conventions collectives les plus négociées
connaissent un écart interdécile, comme on dit, c'est-à-dire entre les 10% les moins payés et les 10% les mieux payés, d'accord, de 4. Et en proposant des salaires qui vont de 1 à 4, mais aucun salaire supérieur à 6 000 euros par mois, hein. Aucun revenu, en général. De toute façon, il n'y a plus de revenu de la propriété, puisqu'on a supprimé la propriété lucrative. En allant de 1 à 4, on ne fait que généraliser du déjà là. Voilà. Généraliser du déjà là. Alors, pourquoi cela dit parce qu'on pourrait aussi penser qu'on pourrait mettre tout le monde à 3 000 euros, par exemple. Hein, tout le monde à 3 000 euros. Ou bien à l'heure inversée, 6 1500, ce que vous proposez par un propos de table, on va dire. Hein, pourquoi pas cela? D'une part parce que notre rapport au travail et au réel, pour le moment, est tel que nous ne pouvons pas envisager une dynamique sociale qui ne serait pas portée par une possibilité de faire carrière, par une possibilité d'augmenter sa qualification et donc son salaire. On ne peut pas imaginer ça. Donc il faut prévoir une carrière salariale et qu'il soit possible de passer de 1500 à 6000. Deuxièmement, pourquoi pas 3000 pour tous, ce qui serait une solution de salaire unique, hein, en disant bah, après tout ce que je fais vaut bien ce que fait un autre. Mais parce que et là je réfléchis longuement dans l'enjeu du salaire, hein, sur ce point. Parce que la valeur économique, c'est ce qui est en jeu dans le salaire, la valeur économique, c'est le cœur du conflit social. La valeur économique, c'est le lieu d'une violence sociale dans toutes les sociétés. Hein. La violence sociale d'une minorité qui s'accapare une partie de la valeur produite par la majorité. La valeur économique, c'est le lieu d'une très grande violence sociale. Et cette violence sociale, il faut pouvoir la gérer. Si vous avez une hiérarchie des qualifications, eh bien on va s'employer là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi moi je suis à 2 que toi tu es à 4? C'est-à-dire vous allez avoir un conflit social qu'on va pouvoir gérer parce qu'il y aura une institution pour le faire. Alors que si vous dites tout le monde à 3000, vous évacuez magiquement la question du pouvoir qui est en jeu dans la valeur économique. Et quand on évacue par la magie le pouvoir, il revient par la fenêtre de la pire façon. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cette rencontre. On va prendre les 2 dernières questions, monsieur et puis ensuite madame. Monsieur? Oui, merci. Bonsoir, merci de ce débat, c'est très intéressant. Justement, pour être peut-être un peu complémentaire à la question d'Arlette qui parlait de la valeur marchande, dans le schéma que vous tracez là, tout ça c'est intéressant, c'est vivifiant intellectuellement, mais comment est-ce que vous voyez le dynamisme, le moteur, l'imagination qui va faire avancer la machine? Il y a eu par exemple des utopies marxistes qui ont produit l'Union soviétique. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire que tout le monde sera un peu quelque part comme fonctionnaire, quoi, et bon, c'est pas forcément les fonctionnaires qui font preuve de plus d'imagination et de dynamique par rapport à la création d'idées nouvelles et d'activités économiques porteuses. Alors monsieur était fonctionnaire et monsieur a eu des idées porteuses. C'est étonnant de vous entendre dire ça, vous, mais bon, voilà. Non, je vous branche pas là-dessus. Je vous écoute et après madame. Écoutez, la SNCF fonctionnait plutôt mieux quand elle était véritablement une entreprise publique. Les hôpitaux fonctionnent plutôt mieux quand ils seront vraiment des hôpitaux publics. L'école fonctionne plutôt mieux quand elle est animée par des fonctionnaires qui ne sont pas en permanence désignés à la vindicte publique. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout, que Arnaud ait des idées. Arnaud, il s'est piqué notre fric, il n'a aucune idée, et c'est malgré lui que les industries qu'il s'approprie fonctionnent. Malgré lui, pas grâce à lui. C'est nous qui sommes les porteurs de l'imaginaire, c'est nous qui sommes les porteurs de l'invention. Les PME, je parle. Arnaud, c'est une exception. Mais non, c'est pas une exception, c'est le cœur du capitalisme, ces gens-là. Et les PME, nous allons les libérer. Écoutez, prenez une PME, n'importe laquelle,
12 salariés. Elle est sur un marché innovant. Elle a été fondée par quelqu'un qui est passionné par la technique, par un entrepreneur qui est passionné par cette technique. Bien. Cet entrepreneur, il a deux emmerdements, concrètement. Un, payer les salaires tous les mois. C'est une obsession, parce que ce n'est pas tous des salauds qui se réjouissent du licenciement. Loin de là. S'ils doivent licencier parce qu'ils sont sur un marché qui n'est pas encore vraiment solvabilisé, parce qu'ils sont vraiment innovants, eh ben, ils doivent licencier 4 personnes et à 8, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire que c'est toute son ambition qui disparaît. Nous allons le libérer de sa fonction d'employeur. Il sera vraiment entrepreneur. Nous allons le libérer de sa fonction d'employeur, puisque l'entreprise va payer des cotisations, comme elle le fait déjà de toute façon. La moitié du salaire, ce n'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur. Heureusement, sinon si je suis dans une PME, je peux me brosser. Hein. C'est mon employeur, il paye des cotisations, et c'est la mutualisation de la valeur ajoutée qui permet que ma couverture santé soit sûre. De même, ce n'est pas mon ancien employeur qui paye mes retraites, sinon il a peut-être disparu. Il y a une mutualisation. Mais nous allons mutualiser les salaires directs aussi. Ce n'est pas l'employeur qui payera les salaires directs, il paye une cotisation en fonction de son chiffre d'affaires, et c'est la mutualisation de toutes les cotisations qui fait que les salariés, qui ne sont plus ses salariés, il y a tout un rapport paternel-salarié qui disparaît, hein. Les salariés de son collectif de travail sont payés par une caisse. Donc on va libérer les entrepreneurs de l'obsession de faire la paye. On va les libérer de l'obsession de trouver des sous. Une obsession qu'ils trouvent assez rarement résolue. Puisque nous allons libérer l'investissement en ne faisant plus dépendre l'investissement du bon pouvoir de prêteurs. Nous savons très bien aujourd'hui que ces prêteurs sont des gens ce sont des maîtres chanteurs. On le sait, on a compris cette fois-ci, depuis 4 ans que ça dure, on commence à le comprendre. Ce sont des maîtres chanteurs. Ce sont des parasites maîtres chanteurs. Nous allons libérer les PME de cela en affectant 30% du PIB à des caisses. Ça fait quand même... Ce ne sera pas seulement 400 milliards. Aujourd'hui, écoutez, reprenons la feuille de paye, 2000 milliards, je rêve, 2000 euros de salaire, d'accord, et 1660 euros de cotisation sociale. C'est un salaire du privé, ça. Hein, bon. Est-ce que vous savez qu'actuellement, les salaires directs du privé sont de 500 milliards, 500 milliards, et que les profits qui viennent du travail des salariés du privé, les profits, hein, les fonctionnaires ne créent pas de profits, les retraités non plus, hein, sont de 700 milliards. C'est-à-dire que chaque fois, en moyenne, hein, chaque fois qu'un salarié du privé reçoit 500, il génère 700 de profit, qui ne va pas forcément d'ailleurs au propriétaire de l'entreprise, qui va aux prêteurs qui tiennent le propriétaire de l'entreprise dans leur raie. Hein, ça peut être ça aussi, bien sûr. Hein. Donc, quand on lit notre feuille de paye, qu'on dit « Ah, mais attendez, moi je produis 3 360 euros, j'en récupère que 2 000, et c'est normal que quand je serai en retraite, je retrouve les 1660 euros qui manquent, ou bien je suis solidaire des chargés de famille. » Je sais pas. C'est une lecture complètement erronée de la feuille de paye. Dans ma feuille de paye, n'apparaissent pas, si je gagne, mettons, 2 000 euros, n'apparaissent pas les... j'ai pas le temps de faire le calcul, 2800 euros de profit que mon travail a généré. C'est pas sur la feuille de paye, ça, les 2800 euros qui vont au profit. Hein. Il faudrait que ça y figure pour qu'on ait véritablement ce que nous avons créé, d'accord ? Et puis les 1660 euros de cotisation, c'est pas moi qui les crée, c'est le retraité, c'est le soignant. Quel est le travail qui est en face de la cotisation maladie ? Mais c'est le travail des soignants. Quel est le travail qui est en face des impôts ? Mais c'est le travail des fonctionnaires, c'est eux qui produisent l'impôt, c'est les fonctionnaires. Donc, nous allons libérer les entrepreneurs. Il faut des entrepreneurs, c'est absolument fondamental. Nous allons libérer les entrepreneurs, 1, de la paye, 2, de la recherche de financement auprès de maîtres chanteurs. La dernière question. Oui, les conquêtes sociales, c'est positif, c'est que du bonheur, mais il y a quand même une lutte sans merci actuellement pour tout détricoter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Est-ce qu'on peut entendre aussi Jean-Pascal Igelet sur ce sujet-là ? Parce qu'il a été il a coordonné votre thèse, quoi. Il a été votre directeur de thèse. Donc vous savez qu'il est bavard. Oui, et oui. Puis d'autant plus
depuis qu'il est en retraite, en fait. Depuis qu'il est payé à rien faire, c'est ça. Non, il s'est mis à travailler avec d'autant plus d'énergie qu'il est devenu retraité et donc qu'il s'est libéré, effectivement, même s'il était fonctionnaire, donc c'était pas le travail le plus contraint. Ah, Jean-Pascal Yves. Mais je voulais juste dire un mot sur la question précédente, c'est que en fait, il faut quand même bien, à mon avis, il y a une espèce d'illusion à croire que l'innovation ne serait mue que par la recherche de profit, en fait. D'accord, oui, alors, mais justement, donc c'est bien pour ça que le salaire pour tous et le salaire pour tout, c'est-à-dire le salaire, y compris pour financer l'investissement, et le salaire pour tous, libérer l'employeur de sa charge d'employeur, donc l'entrepreneur de sa charge d'employeur, ça ne va pas à l'encontre des possibilités d'innovation. Ah oui, mais l'esprit d'entreprendre, il sera d'autant plus servi. Ce que nous a dit Bernard Friot. Voilà. Sur le détricotage. Alors sur le détricotage, alors c'est vrai qu'on assiste depuis 30 ans à un mouvement de réforme qui est en contradiction avec le mouvement d'institution du salaire, qui s'est appuyé sur la qualification, sur la cotisation sociale. Par exemple, en ce moment, on parle de l'augmentation de la CSG, par exemple. Alors, par exemple. Mais on va dire de manière plus générale. De manière plus générale, on a observé d'abord un mouvement donc, de transformation des ressources des travailleurs vers une logique de revenus différés, ce que j'en ai touché un mot, mais aussi on a sorti toute une partie des travailleurs de la logique du salaire pour les mettre dans ce qu'on pourrait appeler un revenu tutélaire. C'est-à-dire que contre le salaire, on a imposé l'idée qu'il y avait des personnes, des catégories, des publics cibles, comme on les appelle, qui sont victimes sur le marché du travail. Les jeunes, les chômeurs de longue durée, les personnes qui sont dans des zones urbaines sensibles, les personnes qui sont dans des zones sinistrées, etc. Et parce qu'on les désigne comme victimes, on va les sortir du droit commun de salaire, on va leur imposer un droit spécifique, qui est un droit tutélaire, et on va leur verser un salaire qui sera le plus souvent le SMIC ou un multiplicateur du SMIC. Et c'est toute la rhétorique et les pratiques en termes d'emploi aidé. Donc, effectivement, alors, on a bien un mouvement réel de remise en cause de la logique de socialisation du salaire, d'une part par les emplois aidés et d'autre part par les emplois aidés, mais aussi par le mouvement énorme d'exonération de cotisations sociales. Tout ça se fait toujours au nom de l'emploi, vous savez. Au nom de l'emploi, on supprime le droit au salaire, en fait, ou on le réduit. Donc on a ce premier mouvement, et puis l'autre mouvement qui consiste effectivement à coller le salaire sur une logique de rente. Donc c'est l'idée du revenu différé, j'ai droit en fonction de ce que j'ai cotisé. Et donc il y a cette double réalité. Et ce que propose Bernard dans l'enjeu du salaire, c'est précisément de se défaire de ce défaitisme, parce que si jamais ça fonctionne, si jamais on a pu imposer, par exemple, imposer la fable du chômage des jeunes, par exemple, et faire en sorte que, Bernard, il faut que tu me redises les chiffres là-dessus, c'est le salaire d'embauche des jeunes, il a été divisé par 2 en 30 ans, c'est ça? Moi, j'ai enseigné à l'IUT à Nancy entre 71 et 92. Le micro, s'il vous plaît. Dans cette période-là, le salaire d'embauche de ceux que nous formions a été divisé par 2. C'est les mesures au faveur de l'emploi des jeunes, qui étaient sur la base d'un mensonge d'État sur le chômage des jeunes, on n'a pas le temps puisque c'est la fin, a divisé par 2 le salaire d'embauche et du coup a exercé une pression à la baisse sur tous les salaires, parce que si les salaires à 25 ans baissent, évidemment c'est beaucoup plus difficile de revendiquer ensuite des salaires plus élevés, surtout que les jeunes font une pression à la baisse sur les salaires, etc. 6 000 euros, j'ai bien entendu. Rapidement, s'il vous plaît, puis on va juste pour conclure. Donc, en fait, il s'agit de se désintoxiquer, de ce discours qui fait que les pauvres jeunes, les pauvres chômeurs de longue durée, les pauvres, c'est terrible, on n'arrive pas à financer nos retraites. Ce qui est une rhétorique de la crise, parce que le titre de cette rencontre, c'était l'avenir de nos salaires à l'aune de la crise ou quelque chose comme ça. Réflexion sur le marché du travail en temps de crise. Oui. En fait, la rhétorique de la crise, moi, je l'entends depuis que je suis né, quasiment. Il y a toujours une crise, c'est la crise de l'emploi des jeunes, la crise de l'emploi des seniors, la crise du financement de nos retraites, la crise de la Sécu, le trou de la Sécu. Donc il y a toujours une rhétorique de la crise qui va servir à imposer soit une logique tutélaire, soit une logique de la rente contre
cette bonne nouvelle de la socialisation du salaire et donc le projet que propose Bernard Friot, qui est à la fois le salaire pour tous, finançable, et le salaire pour tout, y compris donc pour l'investissement. Alors Bernard Friot et Jean-Pascal Igelé, nous allons nous arrêter là. C'est vrai que ce sujet mérite qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on lise et relise les ouvrages pour essayer de comprendre, parce que ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet passionnant, et moi je vous invite vraiment à lire ces ouvrages. Tout d'abord le vôtre, Jean-Pascal Igelé, celui que vous avez dirigé, Les transformations des ressources des travailleurs, une lecture de l'emploi et des droits sociaux en France. C'est la partie, on va dire, historique et présente. Et puis pour imaginer l'avenir, eh bien, deux ouvrages, L'enjeu du salaire, je vais même dire 3 ouvrages, parce qu'il y a L'enjeu des retraites également, toujours aux éditions La Dispute, et puis celui donc que vous nous avez présenté en avant-première, que vous pouvez trouver sur le stand. Alors vous êtes sur le stand de l'autre rive. Alors, je suis sur, pour ceux qui ne pourraient pas, pour ceux qui ne seraient pas là demain, j'ai apporté 3 exemplaires de Puissance du salariat et 10 exemplaires de L'enjeu du salaire. Vous faites un chèque à l'autre rive et puis ça vous dispense de revenir demain si vous êtes intéressé par ces ouvrages. Alors voilà qui est dit. Pour ce sujet, merci beaucoup à vous, messieurs. Merci, ce débat était passionnant. Je vous demande encore 30 petites secondes pour vous présenter le reste du programme des Sciences sur la place. Vous l'avez vu, il y a des auteurs sous chapiteau, n'hésitez pas à aller les voir sur le stand des Sciences sur la place. Vous pouvez demain, si vous le souhaitez, à 10h30, aller visiter lors d'une visite guidée, commenter l'exposition Parce que du Muséum Aquarium de Nancy. C'est à 10h30. On vous propose demain à 14h d'aller au Conservatoire et Jardin botanique de Nancy, c'est du côté de la Fac des Sciences, pour aller découvrir la faune et la flore lorraine via une présentation des fonds documentaires du jardin. Et puis surtout, on se donne rendez-vous ici, demain, à la même heure, 18h-19h, pour une rencontre avec Michel Desmurger. Alors qui est-il? C'est un spécialiste des neurosciences, c'est un chercheur, et il va nous révéler la vérité scientifique en matière de télévision. Alors je vous fais quand même un petit avertissement. Si vous venez demain, profitez bien de votre soirée télé de ce soir, parce que ce sera la dernière. Je vous le dis. Donc rendez-vous demain 18h avec Michel Desmurger. La télévision est-elle un fléau pour l'humanité? Merci. Merci messieurs. À demain.